Bonjour! À la demande de certains élèves, j'ai préparé un petit dossier sur le sommeil. Donc, ça touche directement la neurobiologie. Donc, c'est pour ça qu'on l'insère dans ce module-ci. Évidemment, c'est une petite recherche très superficielle. Tu peux aller beaucoup plus en détail dans ta matière. Donc, si ça te tente d'y aller, tu y vas. Questionne. OK? C'est ça qui est important dans la vie, se questionner puis essayer de trouver des réponses. Vous êtes toutes capables de trouver des réponses à vos questions. Alors, on va commencer avec une série d'énoncés, puis vous allez essayer de déterminer si c'est la vérité ou si c'est un mythe, donc si c'est faux. Est-ce que c'est vrai ou faux? Puis ce sont des énoncés que j'ai trouvés soit sur Internet ou que vous m'avez envoyés. OK? Le sommeil avant minuit est plus reposant et réparateur. Vrai ou faux? Dormir 1 heure de moins par nuit, ce n'est pas grave. Quand on dort, on est passif. Si quelqu'un dit j'ai pas fermé l'œil de la nuit, est-ce que ça se peut que c'est vrai? L'alcool aide à dormir, vrai ou faux? L'exercice physique permet un meilleur sommeil. Si on souffre d'insomnie, est-ce que c'est mieux de rester couché plus longtemps? L'insomnie, c'est quand tu dors mal. Les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil que les adultes et les ados. Grâce à la science, on pourrait avoir une bonne nuit de sommeil en 2 heures. C'est normal pour un adolescent de se coucher tard et de se lever tard. Le cerveau est très actif durant le sommeil, vrai ou faux? On rêve seulement dans une phase du sommeil, la phase qu'on appelle le sommeil paradoxal. On aura plus de cauchemars si on a froid, donc s'il fait froid dans la pièce. Et il ne faut pas réveiller une personne somnambule. Donc, selon vous, est-ce que ces énoncés-là, lesquels sont vrais, lesquels sont faux? Les réponses vont être à la fin, mais aussi au courant du dossier. OK? Vous allez voir que je vais répondre à plusieurs de ces réponses. OK. Premièrement, des petites définitions. Donc, c'est quoi le sommeil? C'est une baisse de l'état de conscience. Tu es moins conscient de ce qui se passe. Puis, ça sépare 2 périodes d'éveil. Donc, vraiment, ton corps, il fait éveil, sommeil, éveil, sommeil, éveil, sommeil. Il y a une perte de vigilance, donc ton corps réagit moins à l'environnement. Il y a une perte de tonus musculaire, ça veut dire que tes muscles sont beaucoup au repos, beaucoup moins fonctionnels. Puis il y a certains de tes sens qui vont être moins actifs. OK? Donc, ça, c'est la définition qui vient du site Internet. Le sommeil va permettre à ton organisme de récupérer. Puis il récupère sous 3-4 différents aspects. Donc, il récupère physiquement, donc beaucoup de réparation de ton corps, réparation des muscles. Il va récupérer mentalement aussi, donc gérer les émotions que tu as vécues, puis tout ce que tu as appris aussi, donc la partie de la mémoire. Ça sert aussi à réduire la quantité d'énergie que tu utilises pour être capable d'économiser ton énergie. Okay? Et il y a 3 hormones qui sont importantes, qui vont entrer en jeu avec ton sommeil. Il y en a d'autres, mais on va parler de 3 dans ce dossier-ci, la mélatonine, la sérotonine, puis l'adénosine. Puis on va en parler dans les diapositives futures. Le sommeil, comme je vous disais, alterne. Éveil, sommeil, éveil, sommeil. Ça fait partie de ton rythme circadien. Donc, chaque humain a un rythme circadien qui dure à peu près 24 heures. Puis ce rythme, c'est comme une horloge biologique qu'on appelle, là. Donc ton corps est vraiment capable de mesurer le temps. Puis chaque personne a un propre rythme circadien qui va être différent. Ça varie selon plusieurs hormones, dont la mélatonine qui est dans ton corps. Tes gènes horloges aussi vont influencer ton rythme circadien. Donc, tu as une quinzaine de gènes horloges qui vont détecter et analyser le temps grâce aux cellules de ta rétine, donc dans ton œil. Donc, tes gènes horloges détectent le temps avec la luminosité et ils vont aussi prendre en compte ton régime alimentaire puis ton exercice physique. Donc, quand ton corps commence à bouger, quand tu te réveilles, tes gènes horloges peuvent détecter que c'est maintenant le matin parce qu'il y a de la lumière, tu commences à bouger, tu commences à manger, blablabla. Donc, tes gènes horloges disent hey, c'est le matin, on se réveille, on se prépare pour une belle journée. Okay? Un adulte, donc 21 ans et plus, a besoin en moyenne 6 à 8 heures. Puis là, vous allez me dire, il y a une grosse différence entre 6 et 8 heures. Effectivement, chaque personne a besoin d'un nombre de sommeil différent. Ça dépend de ton rythme circadien. Mais en tant qu'adulte, c'est possible de modifier son rythme de sommeil un peu.
Je vous donne un exemple. 10 ans passés, je dormais en moyenne 9 heures par nuit. OK? Pour pas être fatiguée, pour avoir mon attention, puis mon énergie contagieuse. 9 heures par nuit. Ça, c'est 10 ans passés. Là. 10 ans passés, là, j'avais à peu près 30 ans. Là. OK? Donc, j'étais une adulte. Puis, j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'ai vu qu'on pouvait un peu modifier notre rythme circadien tranquillement. Ça fait que sur une période assez longue, qui a duré au moins une année, j'ai commencé à diminuer mes heures de sommeil un petit peu par nuit. Donc, au début, j'ai passé à 8h30 par nuit. Ça a été difficile pour un mois. Après ça, je suis venue habituer. Et là, après ça, je suis baissée à 8 heures de sommeil par nuit. Et là, c'était difficile pour une autre période. Puis là, j'ai venu à m'habituer. Puis là, j'ai baissé à 7h30, puis là, j'ai baissé à 7 heures. Faut dire que dans cette période-là, j'ai eu des enfants aussi, là, avec des nuits assez courtes, qui habituent ton corps à être fonctionnel avec moins d'heures de sommeil. Mais maintenant, après près de 40 ans, 38 ans, je peux dire que je dors mes 7 heures par nuit seulement. Donc, c'est une différence avec 9 heures. Là. Puis j'ai toute mon énergie, j'ai toute ma bonne humeur, telle que vous me connaissez. Puis, j'ai pas de misère, puis je peux facilement dormir 6 heures même à ce point-ci, puis être de bonne humeur. Exemple, cette nuit, puis je viens de passer, j'ai dormi 6 heures seulement. Puis j'ai mon pleine énergie, puis je vais être capable d'étoffer jusqu'à 9-10 heures ce soir. Ça fait qu'un rythme circadien, ça se change. Faites de la recherche avant pour savoir, puis adolescent, ce serait pas une bonne idée de faire ça. Je parle pour les adultes. OK? Voici quelques statistiques que j'ai prises sur un site de France. Donc, une bonne nuit de sommeil, c'est au moins 3 à 5 cycles. On va aller voir c'est quoi les cycles. Chaque cycle est en moyenne 90 minutes. 45% des gens entre 25 et 45 ans considèrent qu'ils dorment moins de ce qu'ils ont vraiment besoin. Donc, c'est proche de la moitié des gens. Manquer de sommeil, x 4%. Donc, si tu manques de sommeil, tu as 4% de plus de chances d'attraper un rhume. OK? En France, une personne sur 3 est concernée par un trouble du sommeil. Donc, plus tard sur le dossier, on va voir des troubles de sommeil. Chez les adolescents, un sommeil insuffisant est corrélé à un volume plus petit de la matière grise. OK? Donc, c'est un effet. Un mauvais sommeil va augmenter les risques d'avoir plusieurs maladies, des maladies cardiovasculaires, donc ton cœur, l'obésité, le diabète, le cancer, puis des accidents. Parce que si tu dors pas assez, tu es fatigué, tu t'accroches, pouf, tu te passes une jambe, OK, là? Fait que plus d'accidents. Des nuits de moins de 6 heures augmentent le risque de diabète de 28%. Donc, une chance sur 3 de plus d'avoir le diabète de type 2 là, pour les adultes. Ils ont comparé le temps de sommeil des Français de maintenant par rapport à 50 ans passés, puis aujourd'hui, les Français dorment 1h30 moins que 50 ans passés. Beaucoup de gens entre 25 et 45 ans pensent que dormir, c'est une perte de temps, donc 13% des gens. Donc, c'est des petites statistiques comme ça. OK, maintenant, je vais vous parler des 3 hormones. OK, donc il y a la mélatonine. Ah, c'est un beau nom, ça, mélatonine. Je sais pas pourquoi je trouve ça beau. La mélatonine est relâchée dans ton corps lorsque la lumière commence à faiblir, la lumière du jour. Okay? Donc, c'est tes gènes horloges qui vont contrôler ça. Fait que quand le soleil commence à baisser, puis le degré de lumière diminue, il commence à avoir de la mélatonine qui est relâchée dans ton corps. Puis le pic, là, le moment où il y a plus de mélatonine, c'est entre 2h et 4h du matin. Donc, la mélatonine fuit la lumière. Elle ne veut pas être là avec la lumière. Donc, si c'est le soir, il fait noir, ton corps a déjà commencé à relâcher de la mélatonine et tu prends ton ordi, ta tablette ou ton cellulaire puis tu te mets ça devant les yeux, OK? Tu es branché sur ton appareil électronique. Ta rétine détecte ça comme de la lumière du soleil, OK? Puis ça dit à ton corps, hey, il y a de la lumière, wow, minute, on libère plus de mélatonine. Puis si tu n'as plus de mélatonine, tu t'endors pas. OK? Donc, quand on dit que ne faut pas te mettre devant tes écrans numériques avant de te coucher, c'est vrai, scientifiquement, c'est vrai. Pour avoir une bonne régulation de mélatonine, fais sûr de profiter à 100% de la lumière du soleil durant le jour. Et 1 heure à 2 avant de te coucher, essaie de baisser les lumières, tamiser les lumières pour bien te préparer pour le dodo.
Prochaine hormone, l'adénosine. Celle-ci, c'est une hormone chimique. C'est un neuromodulateur au niveau du cerveau. Donc, lui, il va agir au niveau de l'efficacité et de la rapidité de tes neurones, qui est les cellules du système nerveux. Puis, dès que tu te réveilles, donc dès que tu dors plus, elle va commencer à s'accumuler dans ton corps. Donc, l'adénosine s'accumule. Et plus tu as d'adénosine dans ton corps, plus tu t'endors. On peut parler du café à ce point-ci. Donc, la caféine, qui est une molécule chimique qui est dans le café, va empêcher l'action de l'adénosine. Puis c'est pour ça, l'adénosine t'endort. Puis le café empêche l'action de l'adénosine. Donc, ça fait un effet stimulant qui va te réveiller. Donc, l'adénosine, lorsqu'elle est en grande quantité, va agir comme un agent inhibiteur. Ça veut dire que ça va ralentir le fonctionnement puis la transmission de l'information d'un neurone à l'autre. Donc, ça ralentit tes neurones. Lorsque tu te couches, l'adénosine est éliminée, retransformée, si je peux dire, dans ton système jusqu'au lendemain matin. Plus il y a d'adénosine dans ton système, plus ton cerveau, dans le sommeil lent, va récupérer mieux. Okay? C'est pour ça qu'on dort beaucoup mieux quand on est fatigué, quand on a beaucoup d'adénosine, parce que tu rentres dans un sommeil beaucoup plus profond, intense. Troisième hormone, la sérotonine. Donc, une hormone, elle est dans la catégorie des neurotransmetteurs qui permet de s'endormir. Donc, elle a deux tâches. Quand tu es vraiment sur le point de t'endormir, entre l'éveil puis le sommeil, c'est là que la sérotonine fait son effet, c'est elle qui t'endort. Là, je me suis fait prendre l'autre fois parce que la journée que j'ai lu sur la sérotonine, j'ai été me coucher. Puis là, je m'en allais pour dormir. Là. Quand j'avais les yeux fermés, j'étais partie, puis j'étais comme oh, c'est la sérotonine qui vient de faire son effet. Puis là, je pouvais plus dormir, puis j'étais toute excitée. Mais c'est vraiment elle qui va t'endormir. Elle va aussi aider à produire la mélatonine, donc vraiment importante. Donc, c'est vraiment elle qui te permet d'embarquer dans la phase N1 du sommeil long. Là, on va le voir plus loin. Puis, c'est elle qui fait le lien entre les cycles. Donc, quand tu finis un plein cycle et tu peux entrer dans ton deuxième cycle, elle va venir faire ça pour toi. OK. So, je parle des cycles depuis tout à l'heure. So, voici les cycles. Dans une nuit, tu vas vivre en 3 à 6 cycles. Ça dépend des personnes. Parce qu'un cycle varie entre 60 minutes et 120 minutes, dépendant de ton genre de personne. OK? Donc, ça se peut que tu fais 6 cycles de 60 minutes ou ça se peut que tu fais 3 cycles de 120 minutes. C'est variable, mais ça, c'est des moyennes. Puis, dans un cycle, tu as 2 parties. OK? Tu as ton sommeil lent, qui est ta première phase. Puis après ça, tu embarques dans ton sommeil paradoxal. Quand tu fais ton sommeil lent puis ton sommeil paradoxal, tu viens de faire un cycle. Et là, tu vas commencer un autre cycle. Tu vas faire du sommeil lent, du sommeil paradoxal. Ça, c'est ton deuxième cycle. Et ça va se répéter comme ça tout au long de la nuit. Fait que la première phase du cycle, c'est le sommeil lent. Il y a 3 phases dans le sommeil lent. Il va y avoir beaucoup de rétablissement physique, donc c'est là que ton corps se répare, beaucoup d'hormones qui est produite, puis tu as un système immunitaire très actif dans cette partie-là. Puis on l'appelle le sommeil lent parce que dans cette phase-là, ton cerveau est un peu plus au ralenti. Puis les longueurs d'onde que les scientifiques peuvent mesurer, c'est des longues longueurs d'onde. Donc on appelle ça le sommeil lent. Dans le sommeil lent, tu as 3 petites parties. Tu as le N1, OK, qui est vraiment là la phase entre t'es réveillé et tu dors. OK? Donc, c'est là que la sérotonine influence. Ça ne dure pas très longtemps, cette phase. Ensuite, tu rentres dans la phase N2. Là, tu es endormi. OK? Une petite période aussi. Puis souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous autres, tu viens juste de t'endormir, puis là, tu fais une espèce de cauchemar que tu tombes en bas d'un précipice, puis ça te réveille en sursaut. Moi, ça m'arrive assez souvent. Ça, c'est la phase N2 qui fait ça. Donc, il va y avoir des petits rêves très courts qui n'ont pas vraiment de signification, ça ne veut rien dire. OK? Puis, si tu réussis à passer par-dessus cette phase-là, tu vas arriver. J'ai oublié de nommer les noms. La première phase là, entre l'éveil et le sommeil, c'est la phase de transition, N1.
La deuxième, c'est le sommeil léger. Ça, c'est la phase où tu peux avoir des petits rêves qui te surprennent. Puis ensuite, tu embarques dans la phase de sommeil progressivement plus profonde, qui est le N3, qui va durer environ 10 minutes, celui-ci. Tu consommes beaucoup moins d'oxygène. Ton activité cérébrale montre une certaine baisse, donc c'est pour ça qu'on voit des longues longueurs d'onde. Ton tonus musculaire est très au ralenti et c'est dans cette phase-là que peut se produire le somnambulisme. Donc, quelqu'un qui marche en dormant va se faire dans la phase N3. Puis je vais en parler un peu plus tard. Une fois que tu as fait la phase du sommeil long, tu vas rentrer dans ton sommeil paradoxal. Et ça est très différent. Tu as une très grande activité cérébrale. Ton cerveau est tellement actif dans cette phase-là, beaucoup d'ondes courtes. Okay? Donc, même les scientifiques peuvent voir les différentes étapes. C'est là que ton cerveau va trier, organiser, comparer toute l'information qui a été reçue au courant de la journée, toutes les émotions que tu as vécues à travers, tout ce que tu as appris, que tu as vécu, tu as vu, tu as entendu, tu as touché, ton cerveau va tout analyser ça. Puis souvent, tes paupières, ici, là, ça va bouger beaucoup, là, OK, dans cette partie-là. Mais tu n'as pas beaucoup de tonus musculaire. OK, donc ton cerveau est très, 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 très actif, mais le reste de ton corps est vraiment mou. OK? Puis c'est dans ce sommeil paradoxal que tu vas faire tes vrais rêves. OK? Puis on va en parler plus loin aussi, là, mais ça, en gros, là, on s'entend pour dire que ça sert à réguler tes émotions. OK? Allez voir le site là si tu veux plus d'informations. Bon. Voici un hypnogramme. Donc, quand on fait l'étude du sommeil d'une personne, par exemple, ça va ressembler à ceci. Puis ça, c'est un cycle seulement. OK? Donc, n'oublie pas que tu peux en faire 3 à 6 dans la nuit. Donc, ça, c'est un cycle. Ici, le cycle dure à peu près 80 minutes. Puis, si on regarde les lettres sur l'axe des Y, W veut dire awake. OK? Ça, c'est quand tu es réveillé. Le N1, N2, N3, c'est les phases du sommeil lent. Puis le R, c'est le sommeil paradoxal. OK? Fait que si tu regardes sur ton hypnogramme, donc ici, on est réveillé. OK? Tu es réveillé. Là, la sérotonine va commencer à faire son effet. Tu vas tomber dans la phase N1. Mais des fois, N1, puis tu vas te réveiller de nouveau. Tu vas être de nouveau. Puis tu vas, la sérotonine va refaire ta N1 nouveau. Puis ça se peut que tu te réveilles une couple de fois comme ça. Peut-être pas. Une fois que tu es dans N1, ton N1 est très bien pogné ici. OK, donc là, on est rendu à peu près à 10 minutes. OK, ça prend un petit peu de temps, puis là, c'est plus rapide. Là, tu vas rentrer dans ta phase du N2. OK? Qui dure à peu près 4-5 minutes là, en moyenne. Puis c'est là que ça se peut que tu fasses des rêves surprenants qui te réveillent. OK? Là, après ça, tu vas aller dans ton N3, qui est ton sommeil beaucoup plus profond. Donc là, ton cerveau est vraiment au ralenti. Et ça se peut que tu as aussi un peu de changement. Ça va de N3 à N2 à N3 nouveau. Ça se peut que tu remontes à W, puis là, que tu recommences les phases. Donc, dépendant comment ton cycle va. Et là, tu vas rester dans N3 pour un certain moment. Regarde ici. Donc, à peu près 25 minutes jusqu'à 45, ouais, donc 50 minutes à peu près. Donc, 20 minutes en N3. C'est là vraiment que ton corps récupère. OK? Parce que même ton cerveau est au ralenti. Là, tu vas faire un petit peu de N2, N3, N2, puis là, pouf, tout d'un coup, tu vas sombrer dans ton sommeil paradoxal. Si tu regardes ici, donc à peu près à 65 minutes jusqu'à 80, donc à peu près 15-20 minutes de sommeil paradoxal, ça va être ton rêve. Puis là, tu vas te réveiller un petit peu. Des fois, tu t'en rends pas compte, mais tu viens à l'état réveillé pour quelques secondes et tu retombes dans le N1 et le cycle recommence. C'est pas toujours comme ça. Des fois, ça se peut que tu rentres en N1 puis tu vas en N2 directement, ça se peut. Des fois, tu vas te réveiller, N1, réveiller. Ça dépend du cycle. Il y a différentes choses qui peuvent influencer ton éveil puis ton sommeil. Donc, ton horloge biologique, okay, ton rythme circadien, ton environnement peut influencer ton éveil, ton sommeil,
ton homéostasie, OK? Donc, comment est-ce que ton corps fonctionne à l'intérieur. La rétroaction de tes hormones, comme la sérotonine, la mélatonine, l'adénosine. Puis, comment est-ce que tu as vécu ton éveil peut influencer tes sommeils. Et comment tu vis ton sommeil long peut influencer ton sommeil paradoxal. Donc, tout s'influence un à l'autre, un impact sur l'autre. OK. Des bonnes habitudes de vie pour avoir un bon sommeil. Avoir un horaire régulier. Donc, tu devrais toujours te coucher à peu près aux mêmes heures, te lever aux mêmes heures, puis il recommande de ne pas décaler de plus de 2 heures. Donc, par exemple, quand je travaille, moi, je me couche vers 10h30, je me lève à 5h30 le lendemain matin, ça me fait 7 heures de sommeil. Bien, la fin de semaine, là, je ne devrais pas me coucher plus tard que 2 heures plus tard. Fait, d'habitude, je me couche à 10h30, je ne devrais pas me coucher plus tard que minuit et demi. OK? Parce que sinon, ça va trop influencer mon rythme circadien. Ne pas regarder l'heure dans la nuit. Combien d'entre vous font ça? OK, moi je lève la main, mais je le fais pas. Rarement. Avoir une horloge. Premièrement, moi je peux pas dormir avec une horloge dans ma chambre. Je peux pas voir l'heure. Quand je vais dans les motels, là, puis il y a un réveil matin avec l'heure, soit je le vire à l'envers, je le mets dessous, je le mets à terre ou je le débranche complètement. Je ne peux pas dormir avec l'heure parce qu'à chaque fois que j'ai une période consciente, je regarde l'heure, puis là, je suis comme, ah, il me reste juste 4 heures. Ah, il me reste juste 3 heures. Moi, je suis pas capable. OK? Puis les scientifiques le disent que ça peut créer un état d'anxiété parce que ton cerveau est en train de calculer combien d'heures il te reste. Si tu as un cellulaire, mets-le assez loin de toi que tu ne peux pas regarder l'heure. Éviter de consommer des substances excitantes durant le jour, comme le chocolat, le café, les boissons énergisantes. Ta pièce où tu fais dodo devrait avoir certaines conditions. Donc, une chambre insonorisée, donc que tu n'entends pas tous les bruits partout. Des rideaux opaques, donc très foncés pour qu'il fasse noir. Une lumière fermée ou tamisée. Tu peux avoir une petite veilleuse là, si tu n'aimes pas être dans le noir. Faut pas qu'il fasse trop chaud ni trop froid. Il recommande entre 16 à 18 degrés dans la chambre pour le sommeil. S'il fait trop chaud ou trop froid, ça peut ralentir ton endormissement. Puis fais sûr que ta pièce est bien ventilée, donc de l'air frais. Le soir, il recommande de faire un loisir qui va te calmer. Puis ton activité physique intense devrait être le matin ou l'après-midi parce que l'activité physique, ça excite ton cerveau, donc ça va te tenir réveillé. Mange pas trop avant ton heure de dodo. Là, je pense qu'il recommande 2 à 3 heures avant de te coucher, tu ne manges pas. Puis les siestes, le jour, ça peut être positif et négatif. On va parler des types de siestes un peu plus loin. Elles peuvent t'aider à augmenter ta concentration à court terme, mais ça peut nuire à ta nuit de sommeil. Donc, il faut faire attention. Voici quelques troubles du sommeil. Donc, ils disent à peu près 5% des adultes souffrent de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est lorsque quand tu dors, que ton système respiratoire arrête de respirer par petites secousses. Le syndrome des jambes sans repos, ça vous a-t-il déjà arrivé? T'es couché, là, puis tu bouges pas, puis t'as une envie urgente de bouger tes jambes. Là, tu bouges tes jambes, là, puis comme 15 secondes après, là, tu rebouges tes jambes. Ah, moi, ça m'arrive de temps en temps. Avez-vous déjà eu ça? C'est énervant, là, c'est tannant. Moi, ce que je fais quand ça m'arrive, je me lève, je vais prendre un gros verre d'eau, hydrater mon corps, puis je fais bouger mes muscles un petit peu, donc je m'accroupis, je me lève, je m'accroupis, je me lève, je m'accroupis, je me lève, je m'accroupis, je me lève. Je fais ça 5-6 fois. Ça fait activer mes muscles, ça crée de la circulation, puis ensuite, je suis capable de me recoucher. Ça, c'est mon truc, mais vous pouvez faire de la recherche. 16% de la population a de l'insomnie chronique. L'insomnie, c'est l'incapacité à dormir. Donc, voici ici un dossier sur l'insomnie si ça t'intéresse. C'est que tu as de la difficulté à dormir pour différentes raisons. Ça se peut que tes hormones fonctionnent mal, ça se peut que tu as de l'anxiété, ça se peut que tu as mal géré tes émotions. Il y a différentes raisons pour faire de l'insomnie. Tu as aussi un trouble qui s'appelle l'hypersomnie. Fait que ça, c'est que tu es tout le temps fatigué. À l'extrême. OK? Tu n'as jamais d'énergie, tu peux pas. Puis le monde qui a de l'hypersomnie
ont quand même des bonnes nuits de sommeil, là. Ils dorment des 8 heures par nuit, là, des bonnes nuits, là. Puis le jour, ils sont tout le temps fatigués. Tu as l'apnée, donc, que je vous ai parlé tout à l'heure. Tu as aussi le trouble du rythme circadien. Il y a certaines personnes qui ont ça, puis c'est parce que leur horloge biologique, leur rythme, leur cycle circadien est mal, il est comme mêlé un petit peu. Il est dans... Ah, OK, un autre trouble, la parasomnie. Ça, c'est des phénomènes anormaux, mais ça ne veut pas dire que c'est anormal, c'est juste des phénomènes qui sont moins, que moins de personnes les vivent, admettons. C'est pas anormal, t'es pas anormal si tu as ça, mais c'est moins, alors je cherche le mot, on le voit moins, OK? C'est surtout dans le sommeil lent. Donc là-dedans, le somnambulisme, c'est là-dedans. Le bruxisme, c'est mon nouveau mot de la journée. Ça veut dire les personnes qui se frottent les dents quand ils dorment. Est-ce que votre dentiste vous a déjà dit que vous faisiez du bruxisme? Donc, se frotter les dents. Apparemment que moi, je fais du bruxisme. Le dentiste m'a dit, en cause de la forme de mes molaires, apparemment j'en fais, mais je m'en ai jamais aperçu. J'ai pas de migraine non plus par rapport à ça. Mais les personnes qui font énormément du bruxisme, qui frottent leurs dents beaucoup, vont souvent pogner des grosses migraines, OK? Parce que ça fait tout le temps un mouvement. Euh, Puis aussi dans les parasomnies, il y a les terreurs nocturnes, surtout chez les enfants. Donc, des grosses, grosses peurs vont venir surtout de la parasomnie. Puis le syndrome des dents, des jambes, j'en ai déjà parlé. Là, il y a une petite vidéo YouTube, tu peux aller voir là si ça t'intéresse. Je parle des troubles. OK. Somnambulisme, je vous avais dit que j'allais vous en parler. C'est pas considéré comme un rêve, c'est pas la même chose. Ça se produit dans le sommeil lent, dans la phase N3. Il rêve pas, la personne rêve pas, OK? Les scientifiques, là, ont pas beaucoup d'explications sur pourquoi le somnambulisme existe, à quoi ça sert, pourquoi certains l'ont pas. Ils s'entendent pour dire que souvent, c'est quand quelqu'un a besoin d'uriner, tu vas faire du somnambulisme, donc les enfants souvent vont avoir besoin de faire pipi. Surtout chez les enfants, le somnambulisme, moi j'en ai fait énormément. J'ai commencé à 6 ans, j'ai fini vers 14-15 ans. J'ai fait toutes sortes d'histoires à ma mère. Il y a une fois, je me suis retrouvée dans la chambre d'amis, la chambre d'invités, puis je me frottais les pieds à terre. J'avais comme 10-11 ans dans ce temps-là. Ma mère est venue me voir, puis elle a dit, Mani, qu'est-ce que tu fais? Puis il était comme 11 heures minuit, là. Puis j'étais comme, ben, qu'est-ce que tu penses? Je m'essuie les pieds. Ben, tu t'essuies les pieds, pourquoi? Ben, j'ai les pieds pleins d'eau, je sors de la piscine. OK, toutes sortes d'histoires. Il y a des fois, je jouais à... Je sais pas si vous avez connu les jeux de Mario, là. Puis là, à la fin du jeu, là, il faut que tu tapes sur les boîtes là, pour avoir 3 champignons ou 3 fleurs pour gagner des prix, là. Les vieux Mario, là, de quand j'étais jeune, ben, des fois, je disais ça, là. Étoile, étoile, fleur. Oh non, non, je parlais beaucoup de mon sommeil. Je faisais des calculs sur mon oreiller. Des fois, j'étais couchée sur le ventre, puis je faisais des calculs sur mon oreiller. Ma mère était comme, qu'est-ce que tu fais? Je calcule, je fais de la maths, je fais mes devoirs. OK? Donc, le somnambulisme. Le somnambulisme n'est pas dangereux en tant que tel. OK? Faire du somnambulisme, c'est pas dangereux. Mais tu peux te placer dans une situation qui va devenir dangereuse. Donc, un exemple, si l'enfant essaye de sortir de la maison puis il marchait dans le milieu du chemin à minuit, c'est dangereux. OK? Moi, j'essayais de sortir quand j'étais plus jeune, fait que maman devait mettre des gros sofas devant la porte pour pas que je sorte dans notre maison. Il y a un fameux énoncé qui dit tu dois jamais réveiller un somnambule. Ça, c'est faux. Tu peux essayer de réveiller un somnambule, mais ça va être difficile, premièrement, parce que ton cerveau est dans la phase N3, donc il est très au ralenti. Puis si tu réussis à la réveiller, la personne va être très confuse, elle va être mêlée, puis elle pourrait avoir une très grosse peur ou devenir très anxieuse parce qu'elle n'est pas là où ce qu'elle pensait qu'elle était. Fait que ça peut créer beaucoup d'anxiété. Fait que c'est plutôt recommandé à la place de juste essayer de rentrer dans l'histoire, euh, puis de remporter le somnambule à son lit. Un autre exemple, moi j'étais jeune, à un moment donné, je descendais l'escalier, maman se réveille, puis elle dit, qu'est-ce que tu fais? Comme, ben, je m'en vais amener les livres. Ben, j'avais rien dans les mains, là. Ben, elle dit, tu t'en vas amener quel livre? Ben, elle dit, mes livres de bibliothèque, je veux les retourner à la bibliothèque.
Fait qu'elle dit, ben OK, ben garde, donne-moi-les, je vais aller les mener, puis toi, tu vas aller te recoucher. J'ai dit, OK. Fait que j'ai fait semblant d'y donner mes livres, puis j'ai été me recoucher. Fait que j'essaie de rentrer dans le jeu un peu du somnambule pour le rapporter dans son lit. Voici un site internet, tu peux aller consulter. OK, maintenant, les rêves, c'est une partie importante de notre sommeil. Les scientifiques disent que ça permet beaucoup au cerveau de gérer nos émotions qu'on a vécues dans la journée. Surtout les émotions, mais ça peut être des apprentissages aussi. Ils vont se produire dans la phase du sommeil paradoxal. Donc, le 15-20 minutes là, du sommeil paradoxal, tu vas rêver. Mais il y en a des petits dans la phase du N2, du sommeil lent, mais ils ne veulent rien dire. OK? Donc, pendant ton sommeil paradoxal, ton cerveau est très, très, très actif, mais il y a des parties qui sont moins actives. Donc, tu as ton cortex visuel primaire, puis le lobe préfrontal. Donc, le lobe préfrontal, c'est une partie de ton lobe frontal, puis c'est le parti qui fait la logique puis le raisonnement. Puis, vu que ce lobe-là est comme au ralenti, quasiment arrêté, c'est pour ça que les rêves font pas de sens, parce que tu n'utilises pas ta logique et ton raisonnement de ton lobe préfrontal. Mais toutes les autres parties, le cortex visuel primaire, ben, c'est lui qui fait l'analyse de ce que tu vois. Donc, cette partie-là aussi est au repos parce que tu as les yeux fermés, OK? Mais le reste de ton cerveau est très, très, très actif. Nos rêves dans le sommeil paradoxal, tu vas t'en rappeler beaucoup plus facilement que tes rêves dans ton sommeil lent. Ensuite de ça, donc, ton sommeil paradoxal va durer 15 à 20 minutes environ. Puis tu fais 3 à 6 cycles de sommeil. Ça veut dire que tu fais 3 à 6 sommeils paradoxal. Donc, ça va donner un total de 30 minutes de rêve dans la nuit. C'est OK, parce qu'oublie pas que tu fais ton cycle. Si tu réveilles quelqu'un qui est dans son sommeil paradoxal, il y a 85% des chances qu'ils vont se souvenir de leur rêve. Si tu le réveilles pendant le sommeil paradoxal. Mais si tu termines ton sommeil paradoxal, puis tu recommences un nouveau cycle, tu vas probablement pas te rappeler de ce que tu as rêvé. À mesure que tu avances dans tes cycles, OK, oublie pas, tu fais 3 à 6 cycles. Au début de ta nuit, ton sommeil paradoxal est plus court, OK, dans ton cycle. Et plus la nuit avance, plus tes périodes de sommeil paradoxal rallongent. Donc, tes rêves sont beaucoup plus longs vers la fin de la nuit qu'au début. Puis les scientifiques ne savent pas pourquoi certaines personnes peuvent se rappeler de leurs rêves et d'autres ne peuvent pas. Par contre, ils se sont aperçus que les femmes se rappellent beaucoup mieux de leurs rêves que que les hommes. Donc, les femmes se rappellent à 95% à peu près, puis les hommes, c'est juste comme 80%. Puis, selon les statistiques, les femmes font plus de cauchemars. Puis là, si tu demandes à un scientifique c'est quoi le but des rêves, ils ne s'entendent pas du tout. Ils ont plusieurs hypothèses, mais il n'y a rien qui est encore clair. Comprendre ce que tu as appris, gérer tes émotions. Il y en a qui disent que c'est une manifestation de ton inconscient, donc ton intérieur qui te parle. Ça, c'est la théorie de Freud, Sigmund Freud. Vous pouvez aller voir des recherches là-dessus. Il y en a qui disent que c'est ton corps qui se prépare pour le lendemain aussi. Fait que tu as plusieurs différentes options. Vous pouvez aller lire davantage. Tu as ce qu'on appelle le rêve lucide, qui est lorsque tu sais que tu es dans un rêve. C'est très, 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 très rare. Il y en a qui sont plus aptes à faire des rêves lucides que d'autres. Mon homme en a déjà fait. Moi, j'en ai jamais fait, pas que je me rappelle. Donc, tu es dans un rêve, mais tu réalises que tu es dans un rêve. C'est très rare. Puis les cauchemars, ben, ça fait partie des rêves. Puis ça aussi, les scientifiques, ils ne savent pas pourquoi on a des cauchemars. Ils disent que c'est une façon d'éliminer les émotions négatives, d'éliminer les apprentissages qui n'étaient pas bons pour toi. Il y en a d'autres aussi qui disent que c'est de l'indigestion. Donc, si tu digères mal ton souper, quand tu fais de la fièvre, tu as beaucoup plus de chances de faire des cauchemars. Certains médicaments peuvent t'apporter plus de cauchemars. Et la chaleur. Okay? S'il fait trop chaud, il y a plus de chances de faire des cauchemars que s'il fait froid. Maintenant, là, on s'avance sur un terrain un peu glissant parce que la signification des rêves puis les rêves prémonitoires, selon les scientifiques, on ne peut pas analyser un rêve. Pourtant, il y a toutes sortes de versions de dictionnaires d'interprétation des rêves. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça. Donc, un exemple, si tu rêves à une orange, OK, une orange qui a une importance particulière, ben, tu peux dans ton dictionnaire des rêves, regarde ce que l'orange veut dire.
Puis là, tu peux interpréter. Je vous donne un exemple. J'avais fait un rêve quand j'étais adolescente. Puis j'étais dans un désert. Puis il y avait une maison blanche dans le milieu d'un désert. Puis je vivais là-dedans. Puis ça voulait dire que j'explorais quelque chose de nouveau. C'est une des significations. Puis dans ce temps-là, c'était le temps que j'étais en train d'apprendre à connaître mon petit chum, là, mon petit boyfriend. Ça fait, je l'avais interprété comme ça, que j'étais dans une nouvelle relation, puis tu sais, j'étais en train d'apprendre à connaître cette personne-là. Ça fait, c'est même, je l'avais interprété. Mais l'interprétation des rêves, c'est vraiment unique à soi-même. Il y a certaines théories vraiment intéressantes. Donc, Sigmund Freud puis Carl Jung, j'ai aucune idée comment prononcer ça. Vous pouvez aller voir ces deux-là, ils ont des bonnes théories sur les rêves. Puis, les scientifiques s'entendent pour dire que les rêves ne peuvent pas prédire l'avenir. Bon, la sieste. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des power naps, OK, qui s'appellent les siestes éclairs. Par rapport à une sieste normale, les scientifiques s'entendent pour dire que la power nap, la sieste éclair, est vraiment plus efficace pour régler un petit peu de fatigue, mais il y a certaines conditions pour que ça soit une sieste éclair. Premièrement, 10 à 30 minutes maximum. Je pense qu'en moyenne, ils disent là, une 15-20 minutes devrait être assez pour faire ta sieste éclair. Selon scientifiques, disent même que quelques secondes, c'est assez. Ce qui est important dans ton power nap, ta sieste éclair, c'est de ne pas te rendre au sommeil paradoxal. Donc, tu ne veux pas rentrer dans la partie des rêves. Pourquoi? Parce que quand tu es en sommeil paradoxal, le réveil est très difficile. Alors, tu ne veux pas rentrer là-dessus parce que tu vas être capable de te réveiller facilement. Ça va te donner plus de concentration, plus d'énergie. Faire ton power nap dans un endroit tranquille, confortable. Mets-toi une alarme pour te réveiller après le temps que tu veux. Puis chaque personne est différente. Aussi, tu peux apprendre à faire, tu peux faire différents tests, essayer après 10 minutes, 15 minutes, 18, 20, 25, puis tu vas voir à quel moment qui est meilleur pour toi. Mets une alarme. Il ne faut pas que tu aies l'option snooze. Okay? Tu ne veux pas te laisser un autre 5 minutes puis un autre 5 minutes. Une fois que ton réveil sonne, tu veux te réveiller. Un petit truc, tu mets ton alarme plus loin de ton lit, fait que tu n'as pas le choix de sortir de ton lit pour aller éteindre ton alarme. Alors que la sieste dite normale, souvent on va se coucher plus que 30 minutes. Là, tu vas faire ton sommeil paradoxal, tu vas rêver, OK? Mais une fois que tu sors de cette sieste-là, ton corps va rester endormi pendant plusieurs minutes après ton réveil parce que tu as vraiment fait le plein cycle. Que ton corps est encore endormi. Lorsque tu réussis à te réveiller, là, tu vas avoir plus de concentration puis plus d'énergie, mais il faut d'abord que tu te réveilles comme il faut avant. Tandis que dans ton power nap, tu n'as pas besoin de faire cette étape-là du réveil. OK, en faisant mes recherches, j'ai trouvé plein de petits faits intéressants, des faits cocasses que je ne savais pas où les mettre. Je les ai toutes mis là, fait que ça va être toutes sortes de choses. Si tu fais de l'insomnie, donc si tu as de la difficulté à t'endormir, ne reste pas dans ton lit. OK? Mon homme me dit tout le temps, reste dans ton lit, reste couché. Mais il ne faut pas que tu fasses ça. Va dans une autre pièce. Par contre, tu ne veux pas allumer les lumières, tu ne veux pas écouter la radio, la TV, tu ne veux pas regarder ton cellulaire. OK? Pourquoi? Parce que la mélatonine fuit la lumière. Donc, tu veux rester dans un endroit très sombre ou tamisé, puis tu veux juste relaxer. Tu peux faire la méthode du 4-7-8 que je vais te montrer un petit peu plus tard. Pourquoi tu ne veux pas rester dans ton lit réveillé? C'est parce que sinon, ton cerveau va faire l'association. Hey, être couché dans le lit, ça veut dire être réveillé. Puis c'est pas ça que tu veux. Tu veux que si tu es dans ton lit, tu es endormi. Évidemment, chaque personne a ses propres besoins, puis c'est en termes d'heures de sommeil. À mesure que tu vieillis, le sommeil lent devient de moins en moins profond. C'est ça qui explique que les problèmes de sommeil, comme l'insomnie, arrivent plutôt chez les adultes et non pas chez les enfants et les adolescents. Okay? Parce que les enfants et les ados ont un sommeil lent très profond. Comment on étudie le sommeil? C'est en faisant une polysomnographie, okay, avec un expert du sommeil. Puis la polysomnographie va te donner l'hypnogramme qu'on a vu là au début. Là, je vous montrais le cycle. Là, okay? Puis ça c'est vraiment une description des cycles du sommeil. Si tu as un mauvais sommeil ou pas assez de sommeil, tu vas augmenter le risque d'irritabilité, donc tu auras moins de patience, des symptômes dépressifs, mais aussi tu peux prendre du poids, faire de l'hypertension, donc tension artérielle, là, puis avoir plus d'infections. Puis,
Certaines, ouh, bye. Ouais. Certaines études ont même démontré que si tu manques de sommeil, tes cellules immunitaires comme les leucocytes ou les lymphocytes vont en avoir moins. OK? Ça fait que le sommeil est directement relié à ton système immunitaire. D'autres faits, il y a une journée internationale du sommeil qui est tout le temps vers le mois de mars. OK? Cette année, c'était le 13 mars 2020. Le cycle circadien chez l'adolescent, donc chez vous autres, il se modifie un peu à l'adolescence. Il va se décaler. Ton endormissement, donc le moment où ton corps veut s'endormir, va être un peu plus tard, puis ton réveil aussi. Puis c'est à peu près normal. La plupart des adolescents, le cycle circadien va faire un changement comme ça, puis tout va venir 1 à 2 heures plus tard. Mais c'est important que tu dors au moins 9 heures de sommeil par nuit. Qu'un adulte dort 6 heures ou 10 heures. Donc, admettons que je prends un adulte qui a dormi 6 heures, je prends un adulte qui a dormi 10 heures. Le sommeil lent, profond, OK, va durer 100 minutes pour les deux. Peu importe si tu dors 6 heures ou 10 heures. Qu'est-ce qui va influencer le reste? Ça va être ton sommeil paradoxal. Donc, lui qui aura dormi 10 heures aura eu plus de sommeil paradoxal que lui qui a dormi 6 heures, mais leur sommeil lent profond, là, où ce que ton cerveau est au ralenti, là, ça, c'est à peu près 5 minutes, c'est assez constant chez chaque personne. Pour ta santé, là, si vous allez dire ça à vos parents, ils vont être fâchés après moi. Pour ta santé, c'est mieux de ne pas faire ton lit. OK? Pourquoi? Ben, je ne sais pas si tu sais, dans ton lit, il y a des petites bibites, des petits insectes, là, des acariens. C'est des petites bêtes minuscules qui mangent la peau morte, les poussières qui se retrouvent dans tes draps. C'est pas très dangereux, mais on ne peut pas les avoir dans notre lit, là. Puis ces acariens-là, ils aiment la chaleur puis les endroits fermés. Alors, si tu fais à chaque matin bien ton lit puis tu mets tout dessous ton matelas, ça crée un beau petit environnement bien fermé qui garde de la chaleur. Puis là, les acariens vont pouvoir se multiplier. Alors que si tu laisses ton lit défait, ça fait beaucoup plus d'air, ça fait un endroit qui est moins fermé, puis moins de chances d'avoir des acariens. OK? Allez pas dire ça à vos parents, là, je vais me faire chicaner après. Puis, je ne sais pas si vous saviez, mais évidemment, quand tu dors, tu dépenses de l'énergie parce que ton corps, il faut qu'il tienne sa température corporelle, il faut qu'il fasse battre ton corps, il faut qu'il se répare, il faut qu'il mette ses muscles. Les parties qui font ta musculature, là, OK, donc qui se font des gros muscles, les muscles, ça brûle beaucoup d'énergie pendant l'exercice, mais ça brûle aussi beaucoup d'énergie la nuit. Plus tu as de muscles, plus tes muscles vont brûler de l'énergie la nuit. Fait que tu brûles l'énergie la nuit aussi. OK. Allez là-dessus, c'est vraiment intéressant. C'est 2 tests en ligne sur le sommeil. Moi, je l'ai fait, c'est vraiment cool. Vous pourrez voir un exemple avec quel genre de dormeur que vous êtes, etc. Technique du 4-7-8, c'est une technique qui a été amenée par le professeur à l'Université de Harvard, Andrew Weil, qui a mis cette technique-là pour aider avec les troubles du sommeil, donc soit pour t'endormir ou dans le milieu de la nuit. T'assis bien droit, le dos bien droit, assis. Tu touches ton palais avec ta langue le temps de l'exercice. Tu peux toujours expirer par ta bouche, inspirer par le nez. Fait que tu inspires par le nez pour 4 secondes. Tu tiens ton souffle pour 7 secondes. Et tu expires bruyamment pour 8 secondes. Répète ça 4 fois ou au besoin. C'est une technique qui va aider à relaxer ton corps, faire fonctionner ta mélatonine et ta sérotonine pour t'aider à t'endormir. Un carnet de rêve, c'est vraiment cool. J'en avais un quand j'étais adolescente. Il y en a comme ça écrire leurs rêves. Donc, ça te prend un petit cahier. Il recommande un petit cahier avec des reliures, des anneaux parce que c'est plus facile à écrire. Garde un petit cahier, un petit crayon à côté de ton lit avec une petite lumière prête à être ouverte, mais une petite lumière pâle. Oublie pas, là, tu ne veux pas éloigner ta mélatonine. Puis dès que tu te réveilles la nuit, puis tu te rappelles de ton rêve, tu écris tout de suite des mots-clés, des détails importants.
OK? Un exemple, moi, mon rêve de la Maison Blanche dans le désert, ben, c'est un rêve que j'avais rêvé puis je l'avais écrit dans mon carnet de rêve. Il y avait d'autres détails à mon rêve là, que je ne vais pas m'attarder avec vous autres, là, mais qui avaient une signification aussi. Mais j'avais tout écrit comme les détails, tu sais, un désert, une maison blanche, il y avait des fenêtres toutes ouvertes avec les rideaux qui allaient au vent. Fais écrit les détails de ton rêve, puis après ça, tu vas dans le dictionnaire des rêves, puis voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Ça peut nous aider à interpréter, voir les signes, mais c'est juste le fun aussi de raconter vos rêves. Je sais pas si vous autres, vous aimez ça. Moi, j'adore raconter mes rêves. Puis là, je le raconte en détail, là. Mon homme est comme, tu vas aboutir à la fin de ton rêve. Écris la date à l'avance aussi dans ton carnet de rêve. Puis il y en a qui aiment, sur une feuille, mettre une ligne dans le milieu. D'un côté, ils écrivent leur rêve, puis de l'autre côté, ils mettent qu'est-ce qu'ils pensent que ça veut dire, leur signification. OK? Moi, j'ai déjà fait, ça marche vraiment bien. C'est vraiment le fun, puis j'avais pas de misère à me rendormir après, personnellement. Voici des sites qui vont vous donner plus de trucs pour un. Maintenant, vous devriez être capable de répondre à toutes nos vérités ou nos mythes qu'on a vus au début. Donc, vous pourriez regarder à travers de tout ça, OK, je l'ai déjà tout parlé. OK? Vous pourriez regarder à travers les vérités et les mythes ici. Il y a certaines qui sont vraies, certaines qui sont fausses, et d'autres qui sont vraies et faux. Donc, il y a une certaine explication. Donc, vous pourrez regarder ceci. Ah, la suite est là aussi. OK. Et finalement, mes ressources que vous pouvez aller consulter pour vous amuser.